Bonjour et bienvenue pour ce Point Info. Nous allons évoquer la construction de l'intercommunalité avec les communes et nous allons vous présenter les principales règles qui organisent les relations entre les communes et leur intercommunalité depuis le début de votre mandat. Notre Point Info a pour objectif de vous donner, à vous, élus communaux et communautaires, des repères pour mieux comprendre le fonctionnement institutionnel et financier de l'intercommunalité en tenant compte des évolutions législatives récentes. Nous sommes avec Marie-Cécile Georges, la responsable du département intercommunalité et organisation territoriale de l'AMF, et puis nous entendrons Gaëlle Dwigou, qui est conseillère technique intercommunalité et territoire, et Alexandre Huot, conseillers techniques, qui nous parleront pour la première de la gouvernance, des compétences, et puis pour le second, du volet financier de l'intercommunalité. Je le disais, suivre aujourd'hui l'évolution législative au jour le jour, mais surtout en connaître les conséquences pour les intercommunalités et pour les communes. Tout à fait. Nous suivons de très près l'actualité législative et réglementaire pour les intercommunalités. Nous assurons régulièrement et quotidiennement sur notre site internet amf.asso.fr la diffusion de nombreuses notes d'informations, des documents pédagogiques et des simulateurs, des aides à la décision, notamment sur la dotation d'intercommunalité. Plus récemment, nous avons réalisé un guide de l'intercommunalité, le guide du président et des élus de l'intercommunalité 2020. Alors ce guide, le voilà, guide du président et des élus de l'intercommunalité qui vient de paraître. Il est téléchargeable sur le site de l'AMF, mais vous pouvez aussi vous le procurer dans sa version papier en le demandant au service de l'AMF. Ensuite, et plus régulièrement, quotidiennement, nous assurons du conseil et des informations aux élus qui nous saisissent sur des questions particulières qui les concernent directement. Donc bien évidemment, nous sommes à votre disposition. Alors Marie-Cécile, pour bien comprendre l'intercommunalité, quelle en est la clé? La clé, c'est d'abord de jouer collectif. Les intercommunalités bâtissent ensemble et construisent des projets de développement et d'aménagement de leur territoire au bénéfice des entreprises et des habitants, bien sûr. L'intercommunalité s'est profondément modernisée ces dernières années. Les lois ont développé de nombreux outils d'échange, de dialogue, de coopération, de mutualisation entre les communes et leur intercommunalité. La période dans laquelle nous sommes est une période de crise économique, sociale, où les intercommunalités vont devoir faire jouer ensemble les outils de la coopération, du dialogue, de l'échange pour relever les défis et les enjeux de la relance économique, de la transition écologique, de la cohésion bien sûr et de l'aménagement équilibré de leur territoire. Merci Marie-Cécile. On va retrouver maintenant votre collègue Gaëlle Dwigou pour aborder avec elle la question des compétences et des règles de la gouvernance de l'intercommunalité. Alors Gaëlle, pour commencer, on peut peut-être rappeler quels sont les fondamentaux de la coopération intercommunale et puis ce que cela recouvre. L'intercommunalité en France, ça désigne des groupements, des établissements publics qui associent plusieurs communes pour exercer ensemble certaines de leurs compétences dans une démarche de mutualisation. On pense souvent à tort que l'intercommunalité est une notion récente. En réalité, la coopération intercommunale existe depuis la fin du XIXe siècle avec l'apparition des premiers syndicats de communes dès 1890. La coopération intercommunale a commencé sous une forme de coopération de services, avec pour objectif de proposer à plusieurs des services que les communes ne pourraient pas développer seules, notamment tout ce qui est lié à l'eau, l'électricité ou encore l'assainissement. À côté de cette intercommunalité de services, va se développer, notamment à partir de 1992, une nouvelle forme d'intercommunalité, l'intercommunalité de projet. Elle se traduit aujourd'hui sous la forme des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines ou encore des métropoles. Il faut donc rappeler qu'il y a deux sortes d'intercommunalité. Tout à fait. Le terme d'intercommunalité regroupe deux formes. Tout d'abord, la première forme, la forme souple ou associative, dite sans fiscalité propre, puisqu'elle est financée par les contributions des communes qui en sont membres. Elle permet aux communes membres de gérer ensemble des activités ou des services publics. C'est ce qu'on appelle les syndicats intercommunaux, ou bien les syndicats mixtes lorsque ceux-ci regroupent à la fois des communes, mais aussi des intercommunalités, des départements
ou des régions. Et puis il y a là l'intercommunalité qui nous intéresse aujourd'hui, l'intercommunalité à fiscalité propre. Tout à fait. Cette seconde forme est la forme dite approfondie ou fédérative. Elle est caractérisée par l'exercice de compétences obligatoires et par une fiscalité propre, comme vous l'avez rappelé. Elle a pour but de conduire collectivement des projets de développement local. Il s'agit des différentes communautés, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, les métropoles. Toutefois, il est à noter que la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à part entière qui ne rentre pas dans ce cadre. Pour un élément qui permet de distinguer ces deux communautés est l'adhésion. D'une part, dans les syndicats, les communes peuvent adhérer librement à un ou plusieurs syndicats, voire aucun, puisque l'adhésion se fait volontairement. A l'inverse, en ce qui concerne les intercommunalités à fiscalité propre, toutes les communes sont obligatoirement rattachées à une seule intercommunalité, excepté les 4 îles monocommunales. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, sur la carte affichée, aujourd'hui la France compte 1254 intercommunalités. La coopération intercommunale est aujourd'hui au cœur de l'action publique locale. Elle est un acteur local important dans de nombreuses politiques publiques. Comme nous allons le voir par la suite en abordant la question des compétences intercommunales. L'aménagement de l'espace, l'habitat, le développement économique, la protection de l'environnement ou encore l'organisation des mobilités sont autant d'enjeux au centre de l'action et des projets intercommunaux. Alors, vous nous avez dit qu'il y a plusieurs sortes d'EPCI, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais il serait bien aussi que vous nous rappeliez les compétences exercées par chacune de ces formes d'intercommunalité. Effectivement, ces différentes catégories de communautés exercent en lieu et place de leurs communes membres un certain nombre de compétences définies par la loi et leur statut. Cette définition revêt une importance majeure, puisqu'une communauté ne peut agir sans que la loi ou ses statuts ne l'y habilitent expressément en vertu du principe de spécialité. Selon la catégorie à laquelle elles appartiennent, communauté de communes, communauté urbaine, communauté d'agglomération, métropole, les communautés doivent obligatoirement exercer des compétences définies par la loi. Outre ces compétences définies par la loi, les communautés peuvent se voir transférer par les communes d'autres compétences, des compétences dites facultatives ou supplémentaires, et choisies librement par les communes membres. Lorsqu'une compétence a été intégralement transférée à l'intercommunalité, les communes en sont immédiatement et totalement dessaisies en vertu du principe d'exclusivité. Néanmoins, sur certaines compétences, il est possible d'associer un intérêt communautaire. Les grandes catégories de compétences exercées par les différentes intercommunalités sont les suivantes. Alors, on va commencer par les communautés de communes. Alors, pour les communautés de communes, il y a notamment l'aménagement de l'espace, les actions de développement économique, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets, ou encore l'eau et l'assainissement. Les communautés d'agglomération en ont un peu plus, elles ont celles-là et d'autres encore. Effectivement, les communautés d'agglomération ont à la fois les compétences des communautés de communes, mais à cela s'ajoute aussi l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville ou encore la gestion des eaux pluviales urbaines. Et alors, il y a une intercommunalité encore plus intégrée, ce sont les communautés urbaines. Les communautés urbaines sont effectivement plus intégrées puisqu'elles reprennent les compétences des communautés précédentes avec en plus la gestion des services d'intérêt collectif, la protection, la mise en valeur de l'environnement et la politique de la ville, du cadre de vie. Mais en plus de cela, le département peut aussi, par convention, transférer des compétences aux communautés urbaines liées à l'action sociale. Et puis, il y a les métropoles. La métropole est effectivement la forme la plus intégrée de communauté. Elle reprend les compétences vues précédemment avec en plus des transferts possibles de la part de l'État, de la région ou du département. Pour ces 4 formes de communauté, et l'exercice de leurs compétences, l'intercommunalité peut choisir de les exercer directement sur son territoire ou les confier à un syndicat mixte qui regroupe d'autres communautés et d'autres communes. Alors il y a une notion très importante pour comprendre comment fonctionne l'intercommunalité, c'est l'intérêt communautaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept d'intérêt communautaire ? Oui. Pour certaines compétences, et notamment pour les compétences facultatives, donc les compétences qui ne sont pas prévues expressément par la loi prévoit que des partages plus fins puissent être opérés entre les services ou les équipements qui sont déclarés d'intérêt communautaire. Par exemple, si l'on prend la compétence gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire, l'intercommunalité pourra faire la différence entre un équipement culturel majeur, comme un zénith par exemple,
qui rentrera dans le champ de la compétence, et les bibliothèques municipales qui, elles, demeureront communales. Alors c'est là qu'on parle de subsidiarité. Tout à fait. Cette distinction, elle permet d'organiser la subsidiarité, c'est-à-dire d'identifier le plus précisément possible ce qui relèvera de l'intercommunalité d'une part et de la commune d'autre part. Elle permet ainsi d'identifier localement le niveau le mieux adapté pour agir le plus efficacement. Mais qui c'est qui décide que c'est d'un intérêt communautaire ou que ça doit être laissé à l'échelon communal ? L'intérêt communautaire, il est défini par le conseil communautaire. C'est lui qui décide, à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, ce qui sera d'intérêt communautaire. Celui-ci apprécie donc librement le contenu de cet intérêt et de l'intérêt d'une compétence. Les critères possibles sont multiples. Ils peuvent être par exemple géographiques, physiques, financiers. Ils peuvent être liés à la nature de l'équipement, à sa fréquentation, ou être tout simplement une liste d'équipements répertoriés par l'intercommunalité. Alors soyons vraiment concrets. Si demain, des communes souhaitent transférer une nouvelle compétence à leur intercommunalité, comment elles s'y prennent? Et puis quelles seront surtout les conséquences de ce transfert? Alors, il faut savoir qu'il n'y a que les compétences obligatoires et définies par la loi qui ne peuvent pas évoluer, sauf modification législative. Autrement dit, les communes membres d'une communauté peuvent librement choisir de transférer de nouvelles compétences à leur intercommunalité quand elles le souhaitent, mais aussi de rétrocéder des compétences facultatives aux communes membres. Ça marche dans les deux sens. Tout à fait, dans les deux sens. Si la majorité qualifiée est acquise, alors le préfet prend un arrêté qui modifie les statuts de l'intercommunalité en lui ajoutant cette nouvelle compétence. Mais quand on fait ce genre de transfert, il y a quand même quelques petites choses à avoir à l'esprit. Effectivement, il faut bien se rendre compte que le transfert d'une compétence a des conséquences. Il a notamment des impacts sur les biens, les contrats et les personnels associés à cette compétence. Du fait des principes d'exclusivité et de spécialité, il est mis à disposition gratuite et de plein droit des équipements, des biens et des services publics utilisés à la date du transfert pour l'exercice de la compétence. La communauté qui bénéficie du transfert de compétences se substitue alors aux communes dans l'ensemble des contrats affectés. Et pour les personnels, comment ça se passe? En ce qui concerne le personnel, celui-ci suit le sort des compétences transférées, avec le transfert du service ou de la partie du service en charge de la compétence transférée en direction de l'intercommunalité. Les agents peuvent aussi être mis à disposition de la communauté, notamment lorsqu'ils conservent des missions au sein de la commune. Alors là, on vient de voir l'intercommunalité à travers ses compétences, mais on va maintenant peut-être approfondir la question sous l'angle de la gouvernance. D'ailleurs, on l'a un peu évoqué en parlant des choix, des possibilités de choix. Et d'abord, en se posant la première question, comment s'administre une communauté? Alors tout d'abord, il est important de revenir sur l'organe délibérant de l'intercommunalité. C'est ce qu'on appelle le conseil communautaire. Il est composé des conseillers communautaires issus des différents conseils municipaux des communes membres. Chaque commune membre dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Au sein du conseil communautaire, lors de la séance d'installation, les conseillers ont élu un président. Il est l'exécutif de la communauté. Ils ont aussi désigné des vice-présidents qui représentent le président pour l'exercice de différentes compétences en fonction de leur délégation. Le président, les vice-présidents et éventuellement d'autres conseillers communautaires forment ce que l'on appelle le bureau. Le bureau est un organe qui rend des avis, mais qui peut aussi prendre des décisions en fonction des délégations accordées par le conseil communautaire. Comme pour le fonctionnement municipal, le conseil communautaire peut décider de créer des commissions thématiques sur les sujets qu'il souhaite. Ces commissions thématiques peuvent durer pour l'ensemble du mandat ou être plus temporaires. Alors il y a un reproche qu'on fait souvent à l'intercommunalité, c'est que des maires se sentent dépossédés de leurs compétences, de leurs pouvoirs à la suite de transferts. Est-ce qu'il y a des outils pour conforter la place des élus municipaux au sein de l'intercommunalité? Effectivement, ces critiques en direction de l'intercommunalité sont souvent entendues. Néanmoins, il est important de rappeler que les intercommunalités sont le prolongement des communes. Les élus communautaires sont aussi des élus municipaux. L'association des élus municipaux non communautaires aux affaires intercommunales est un enjeu de plus en plus pris en compte par les intercommunalités. Lorsque l'ensemble des maires des communes membres ne fait pas partie du bureau communautaire, il est dorénavant obligatoire pour l'intercommunalité de créer une conférence des maires. Cette conférence des maires associe tous les maires des communes autour du président. Et puis les conseillers municipaux qui ne siègent pas à l'interco, comment on fait pour les informer?
Alors maintenant, les élus municipaux non communautaires doivent recevoir au même titre que les élus communautaires l'ordre du jour et le compte-rendu des réunions du conseil communautaire et des comités syndicaux. Des dispositions existaient aussi avant l'adoption de la loi Engagement et Proximité. Par exemple, chaque conseil municipal a la possibilité d'inviter le président de l'EPCI pour venir s'exprimer sur les affaires intercommunales. Chaque année, avant le 30 septembre, doit être présenté en conseil municipal le rapport d'activité de l'intercommunalité. Enfin, il peut être prévu la participation des élus municipaux non communautaires aux commissions intercommunales thématiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que l'information circule entre tous les élus de l'interco, qu'ils soient conseillers communautaires ou conseillers municipaux, c'est bien ça? Effectivement, il faut que l'ensemble des élus puissent être informés des activités de l'intercommunalité et de son fonctionnement. Et puis, il y a ce qu'on appelle le pacte de gouvernance. C'est quoi ça? Alors, le pacte de gouvernance, c'est une nouveauté prévue par la loi Engagement et Proximité afin d'améliorer le dialogue commune-intercommunalité. Et donc, le contenu du pacte de gouvernance, il est à la main des élus communautaires, il est libre? Effectivement, le contenu du pacte de gouvernance est libre. Il est laissé à l'appréciation de chaque intercommunalité. Il peut ainsi fixer, par exemple, les conditions pour recueillir l'avis d'une commune lorsqu'une décision du conseil communautaire la concerne seule. Il peut aussi permettre de confier par convention la création ou la gestion d'équipements ou de services communautaires à une ou plusieurs communes membres. Il peut fixer les conditions d'ouverture des commissions intercommunales aux conseillers municipaux non communautaires ou encore cadrer tout autre point de gouvernance jugé nécessaire par les élus communautaires. Alors, il faut qu'on ait bien en tête, je crois aussi, quelques échéances et comprendre qu'il y a des délais importants à retenir pour les prochains mois pour ces élus communautaires. Tout d'abord, 2 délais importants concernent 2 documents cadres pour l'intercommunalité. Le pacte de gouvernance, celui-ci, lorsqu'il a été décidé par le conseil communautaire, doit être adopté dans les 9 mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux, soit avant fin mars 2021. Ensuite, on a aussi le règlement intérieur. Le règlement intérieur doit quant à lui être adopté dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil communautaire, soit au plus tard début janvier 2021. Ensuite, d'autres délais concernent les compétences. Tout d'abord, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui ne sont pas compétentes en matière de PLUI, un transfert automatique est prévu au 1er juillet 2021. Néanmoins, une minorité de blocage par les communes est possible du 1er avril 2021 au 31 juin 2021. Alors, il y a un dossier sensible, c'est aussi le transfert eau et assainissement. Tout à fait. Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, dans le cas où le transfert de ces compétences a lieu au 1er janvier 2020, il est possible pour une commune membre de demander à bénéficier d'une délégation de compétences, soit de la compétence eau, soit de la compétence assainissement ou encore de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines dans le cadre des communautés d'agglomération. Si une telle demande est formulée par une commune, le conseil communautaire doit statuer sur celle-ci dans un délai de 3 mois et motiver tout refus éventuel. Si cette délégation est permise par le conseil communautaire, alors elle sera organisée par convention. Alors il y a aussi la question du transfert des pouvoirs de police spéciale. Ce qu'on appelle police spéciale, c'est ce qui concerne l'assainissement, la réglementation de la gestion des déchets ménagers, le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, la circulation, le stationnement sur voirie, et puis les taxis, et puis l'habitat indigne. Effectivement, c'est un délai important, aussi bien pour les présidents d'intercommunalité que pour les maires. Il y a une période d'opposition ou de renonciation à ces transferts qui s'ouvre à compter de l'élection du président de l'EPCI. Elle est de 6 mois pour les maires et 7 mois pour le président de l'EPCI. Pour chacun des pouvoirs de police, 2 situations doivent être envisagées. Soit le président sortant exerçait le pouvoir de police spécial sur tout ou partie du territoire communautaire. Dans ce cas, chaque maire peut s'opposer à la reconduction de ce transfert de pouvoir de police spéciale et notifier son opposition au nouveau président. Soit le président sortant n'exerçait pas le pouvoir de police spéciale. Dans ce cas, chaque maire peut s'opposer à son transfert automatique en notifiant au président son opposition. Alors là, c'est là qu'il faut faire attention quand même. Oui, si aucun maire ne s'oppose au transfert de la police spéciale, celui-ci a lieu à l'expiration du délai de 6 mois suivant l'élection du président de l'intercommunalité.
Dans chacun des domaines de police spéciale visés par la loi, si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert, le président peut à son tour renoncer à ce transfert, dans un délai de 7 mois à compter de son élection. Il notifie alors sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Le transfert n'a alors pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification sur l'ensemble du territoire de l'EPCI. C'est pourquoi il est important de procéder à une coordination entre les maires et les présidents de l'intercommunalité au sujet des différents pouvoirs de police spéciale. Alors, autre compétence très importante, c'est celle d'autorité organisatrice de la mobilité. Les communautés de communes devront délibérer d'ici le 31 mars 2021 pour se saisir ou non de la compétence. Après la délibération du conseil communautaire, les conseils municipaux des communes membres ont 3 mois pour se prononcer à la majorité qualifiée, le transfert de compétences devant prendre effet au plus tard au 1er juillet 2021. Si la communauté de communes ne souhaite pas prendre la compétence AOM, alors c'est la région qui deviendra sur le territoire de la communauté dès le 1er juillet 2021. Voilà des échéances importantes et des échéances proches pour les nouveaux élus communautaires, des échéances aussi qui s'organisent en fonction des compétences que prennent vos intercommunalités. On a vu qu'il y a un bloc de compétences obligatoires et puis des compétences facultatives selon les niveaux d'intercommunalité. Il y a aussi une grande liberté pour organiser l'information des élus intercommunautaires et élus municipaux. Il y a une gouvernance qui va avec le projet tel que vous nous l'avez présenté. Merci Gaëlle. On va voir maintenant l'autre grand versant du dossier intercommunal, puisqu'on va aborder avec votre collègue Alexandre Huot le volet financier de l'intercommunalité. Bonjour Alexandre. Alors on va s'intéresser aux relations financières et fiscales des communes avec leur intercommunalité. Et puis on va commencer d'abord par rappeler quelles sont les ressources dont disposent les intercommunalités. Oui, il y en a plusieurs. Tout d'abord, on peut parler des recettes qui proviennent de l'État, qu'on appelle la péréquation verticale. On peut donner par exemple la dotation d'intercommunalité, la dotation de compensation, ou les dotations d'investissement, comme la DETR, qui veut dire la dotation d'équipement des territoires ruraux, ou la DSIL, qui veut dire la dotation de soutien à l'investissement local, et qui sont réparties notamment par les préfets. Alors ça, c'est les dotations, et puis il y a la fiscalité que reçoivent les intercos. Oui, tout à fait, les recettes fiscales que perçoivent les intercommunalités et dont elles fixent le taux pour certaines. Je pense à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières ou la cotisation foncière des entreprises, par exemple. Et puis il y a aussi des recettes qui sont liées directement à leurs compétences. Tout à fait, les intercommunalités perçoivent des recettes qui sont en lien avec les compétences qu'elles exercent. Ça peut être sous la forme d'un taux d'imposition, comme la taxe de gestion des milieux aquatiques ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ça peut être également sous forme de redevances, comme la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, les redevances d'eau et d'assainissement. Est-ce que les communes sont complètement indépendantes de la situation financière et fiscale de leur EPCI, de leur établissement public de coopération intercommunale, ou au contraire, est-ce qu'il y a un lien entre eux ? Les communes et leurs intercommunalités sont extrêmement liées. Elles mènent des politiques communes en solidarité. Pour mener à bien des projets de territoire, ensemble, elles partagent des ressources. Elles mettent en commun des dépenses et elles mènent des politiques fiscales communes. Elles sont donc totalement liées. C'est pour ça qu'il est primordial que chaque élu municipal et intercommunal soit bien conscient de ces relations et de leurs mécanismes. Ouais, avec des sujets qui sont assez complexes et surtout qui évoluent en permanence. Je reconnais que les finances locales sont soumises à une évolution juridique et technique complexe et surtout à une actualité qui ne cesse de les faire évoluer. Mais j'insiste, si les élus s'emparent de ces outils et de ces mécanismes, ils auront en main les outils pour mener au mieux leur projet de territoire. Alors, quelle est la première relation financière entre une commune et son intercommunalité ? Je dirais que la première est celle des transferts de charges. Comme on l'a vu dans la précédente séquence, les intercommunalités exercent des compétences pour ses communes membres et à travers, donc, elles exercent des compétences pour les habitants et les entreprises du territoire. Ça ne s'effectue pas par magie. La communauté, elle a besoin de moyens financiers pour exercer ses compétences. Bien sûr, la communauté a ses dotations qui lui sont propres, ainsi qu'une fiscalité propre. Mais les dotations que perçoit une intercommunalité dépendent d'ailleurs des partages de fiscalité qu'elle a avec ses communes. Mais il existe des spécificités à chaque type d'intercommunalité.
Ça veut dire que les intercommunalités à fiscalité propre ne fonctionnent pas toutes de la même manière? Non, effectivement. Il existe en réalité deux grands types de fonctionnement financier et fiscal pour les intercommunalités à fiscalité propre. Tout d'abord, il y a les intercommunalités à fiscalité additionnelle. Ce sont des territoires où la communauté et les communes membres partagent les mêmes impôts locaux. Chacun fixe son propre taux et ces taux s'additionnent, d'où le nom de fiscalité additionnelle. Ce régime concerne certaines communautés de communes et la communauté urbaine du Mans dans la Sarthe. Et puis à l'opposé, il y a un deuxième type avec la fiscalité professionnelle unique en particulier. Oui, effectivement, à l'opposé de la fiscalité additionnelle, il y a la fiscalité professionnelle unique, où les intercommunalités sont substituées aux communes membres pour la perception et la fixation des impôts économiques, comme la cotisation économique territoriale, qui, elle, est composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On parle vulgairement de CFE et de CVAE. Ce régime de la fiscalité professionnelle unique est le plus répandu et il concerne obligatoirement les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Les communautés de communes sont aussi souvent concernées. Et puis alors, entre ces deux régimes, il y a une sorte de mix d'ailleurs qui concerne beaucoup de monde, hein, je crois. Ouais. Entre ces deux régimes, il existe un troisième qui est un mix entre les deux régimes précédents. C'est la fiscalité professionnelle de zone. C'est en fait des intercommunalités sous le régime de la fiscalité additionnelle, donc la première fiscalité que nous ayons vue, avec donc un partage des impôts entre les communes et leurs communautés qui s'additionnent. Et sur certaines zones de leur territoire, le régime de la fiscalité professionnelle unique s'applique. Dans ces zones, les impôts économiques sont perçus par l'intercommunalité à la place des communes membres. Ces types de régimes fiscaux sont importants à comprendre parce qu'ils définissent les relations financières et fiscales entre les communes et leur intercommunalité. Alors comment savoir quel est le régime fiscal de votre intercommunalité? Il est possible de le savoir soit en demandant aux services financiers de l'intercommunalité, notamment, mais il est également possible de le voir sur des bases de données disponibles sur Internet et qui sont fournies par les services d'État. Vous disiez que les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique étaient les plus répandues, mais quelle est la proportion d'intercos soumises à ces différents régimes? Alors, au 1er janvier 2020, 85% des intercommunalités sont soumises au régime de la fiscalité professionnelle unique et 15% au régime de la fiscalité additionnelle. Et parmi ces 15%, environ la moitié sont sous le régime de la fiscalité professionnelle de zone. Revenons aux dotations. Est-ce que les dotations que perçoit une intercommunalité dépendent des compétences qu'elle exerce? Oui, d'une certaine façon, car la dotation d'intercommunalité que perçoit chaque EPCI à fiscalité propre dépend d'un critère très important, le coefficient d'intégration fiscale. Il permet de mesurer le poids de la fiscalité du groupement par rapport à la fiscalité levée sur l'ensemble de son périmètre, donc commune plus intercommunalité. Plus un EPCI lève d'impôts sur le territoire, plus il est considéré comme intégré, c'est-à-dire qu'il lève de la fiscalité afin d'avoir les moyens financiers d'exercer ses compétences. Plus un CIF, un coefficient d'intégration fiscale, est élevé, plus on estime qu'il exerce de compétences et plus on lui donne de dotation d'intercommunalité, parce que cette intercommunalité a des besoins financiers. Cette dotation dépend bien sûr d'autres critères, comme la population, le potentiel fiscal par habitant, le revenu par habitant, etc. Et comment se règlent les transferts de compétences et donc de charges dans ces intercommunalités, puisque leurs ressources sont différentes en fonction de leur régime fiscal? Dans les intercommunalités à fiscalité additionnelle, la règle est simple. Lorsqu'une compétence est transférée à la communauté, cela signifie qu'elle aura davantage de charges à financer pour exercer ses compétences. Elle aura donc besoin de plus de fiscalité. Elle va donc augmenter ses taux de fiscalité afin d'avoir les moyens financiers d'exercer ses compétences. Les communes vont de leur côté baisser leur taux de fiscalité afin que les contribuables ne connaissent pas de hausse de leur impôt. Et cette baisse est normalement acceptable pour les communes puisqu'elles n'auront plus à reverser 1 centime pour l'exercice de la compétence qu'elles ont transférée. C'est un jeu de vase communicant. Et à l'inverse, si une interco rend une compétence à ses communes? Dans ce cas, ce sont les communes qui augmenteront leur taux de fiscalité puisqu'elles auront des charges supplémentaires à payer. Et c'est l'intercommunalité, cette fois-ci, qui va baisser ses taux de fiscalité puisqu'elle n'aura plus à payer la compétence qu'elle restitue aux communes. Bon, alors ça a l'air simple comme ça, mais je crois que ce n'est pas automatique.
Effectivement, ça nécessite des discussions entre les élus communaux et intercommunaux pour mener à bien ce type de transfert. En donnant d'une part les moyens financiers au bon niveau pour exercer sereinement ses compétences et s'assurer que ces jeux fiscaux n'impactent pas les contribuables. Ce sont aux élus de décider ensemble toutes les modalités de ces transferts dans la fiscalité additionnelle. Alors, dans la fiscalité professionnelle unique, ce n'est pas du tout le même système. Et tout ça est très encadré par la loi. Les communes ne perçoivent plus de fiscalité économique dans la fiscalité professionnelle unique, ce qui représente donc une baisse de ressources pour elles. Ce sont les intercommunalités qui perçoivent ces montants, mais la loi les oblige à reverser une partie de cette fiscalité à leurs communes membres à travers ce qu'on appelle les attributions de compensation. Alors, l'intercommunalité perçoit le montant de fiscalité économique à la place des communes membres, mais elle doit leur reverser l'intégralité de cette fiscalité ou simplement une partie? Ça dépend des cas. L'attribution de compensation est égale, pour simplifier à l'extrême, à ce que rapporte fiscalement une commune à sa communauté, moins ce qu'elle lui coûte en termes de charges transférées, en fonction des compétences que la commune transfère à sa communauté. On va prendre un exemple. Un exemple simple. Si une commune rapporte 100 € de fiscalité économique au territoire intercommunal, mais qu'elle lui coûte 50 € à travers les compétences que l'intercommunalité exerce pour cette commune, son attribution de compensation sera donc égale à 50 €, c'est-à-dire ce qu'elle rapporte, 100 €, moins ce qu'elle coûte, moins 50. Imaginons que pour une autre commune, l'exemple soit inversé. Une commune rapporte 50 € de fiscalité économique au territoire intercommunal, mais cette commune coûte 100 € à la communauté pour les compétences qu'elle exerce pour elle. Son attribution de compensation sera donc égale à moins 50 €, c'est-à-dire que c'est à la commune de verser 50 € à la communauté, car elle coûte plus que ce qu'elle ne rapporte. Bien sûr, cet exemple est trivial, mais il permet de bien comprendre le système des attributions de compensation. Elles sont obligatoires dans les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique et elles sont figées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas évoluer facilement. Et à quel moment cette attribution de compensation peut-elle être révisée? La première raison d'une révision de l'attribution de compensation est un transfert de charges. Dans le cadre d'un transfert de compétences des communes à la communauté, par exemple, cela implique un transfert de charges vers la communauté qui devra donc financer cette nouvelle compétence. Pour cela, elle doit réviser les attributions de compensation qu'elle verse à ses communes membres ou que ses communes membres lui versent. De même, si le transfert de compétences se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une intercommunalité rend une compétence à ses communes membres, les attributions de compensation doivent être révisées afin de donner les moyens aux communes d'exercer cette compétence. Lorsqu'on révise l'attribution de compensation, seules les charges transférées sont réévaluées. Attention, on n'évalue pas ce que rapportent les communes en termes de fiscalité économique à l'intercommunalité. En effet, dans ce régime de la fiscalité professionnelle unique, la dynamique de la fiscalité économique, c'est-à-dire l'augmentation de ces impôts qui est due au fait que des entreprises se sont installées ou se sont développées sur le territoire, est au bénéfice de l'intercommunalité. Les communes membres ne se voient pas attribuer automatiquement davantage d'attributions de compensation. A l'inverse, si des entreprises font faillite ou se délocalisent, la baisse des recettes fiscales que connaîtra l'intercommunalité ne se traduira pas automatiquement par une baisse des attributions de compensation des communes, même si cela est possible. Et alors, comment les communes et l'intercommunalité vont-elles décider du montant à ajouter ou à retirer des attributions de compensation? Les charges transférées sont évaluées par une commission très importante, la CLECT, qui est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Cette commission fait un travail important, celui de produire un rapport qui évalue les charges transférées qui seront prises en compte pour réviser les attributions de compensation. Qui compose là, cette commission? Cette commission est composée de membres des conseils municipaux, des communes membres, et chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. La loi donne de nombreuses règles dans le calcul des charges transférées. Elle impose également des délais de création et d'adoption du rapport. Une fois le rapport réalisé, il doit être adopté à la majorité qualifiée des conseils municipaux, c'est-à-dire adopté par la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, ou l'inverse. Une fois le rapport adopté, le conseil communautaire peut corriger les attributions de compensation. Et là, on voit bien que les communes ont un réel pouvoir d'influence sur le montant des charges transférées.
Vous avez tout à fait raison de le souligner, et il est primordial que les élus travaillent ensemble afin de déterminer ces charges de la meilleure manière possible, car une fois fixées, les attributions de compensation sont figées. Mais est-ce qu'on peut s'écarter des règles de la loi pour déterminer les attributions de compensation, donc la prise en compte des charges évaluées, afin de pouvoir adapter ces calculs à la réalité locale? Tout à fait. Les attributions de compensation peuvent être fixées librement et s'écarter des montants évalués dans le rapport de la CLECT. Ça nécessite une délibération du conseil communautaire à la majorité des 2/3, puis les délibérations des communes intéressées par une révision libre, dont chaque conseil municipal devra délibérer à la majorité simple. Cette révision libre peut avoir lieu à n'importe quel moment, suite à la révision de charges transférées dans le cadre d'une CLECT par exemple, ou suite à une décision des élus à n'importe quel moment. Ainsi, les élus qui sont concernés par une hausse ou une baisse de leur attribution de compensation sont saisis pour donner leur accord. Si elle est d'accord, la commune perçoit ou verse l'attribution de compensation prévue par la révision libre. Si elle n'est pas d'accord, elle percevra le montant prévu dans le rapport de la CLECT selon les conditions fixées par la loi. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que la CLECT travaille sur son rapport et elle peut intégrer les divers scénarios, ceux qui permettent de s'écarter du droit commun imposé par la loi. Mais justement, si on comprend que ce travail nécessite beaucoup de concertation entre les élus et que ça doit être mené vraiment de façon collective, est-ce qu'il y a d'autres relations financières à connaître, à maîtriser entre les communes et leur intercommunalité? Il en existe beaucoup d'autres. On peut citer les règles de lien entre les taux intercommunaux et communaux, le calcul des critères de la dotation des communes, qui dépend du régime fiscal de leur intercommunalité, la répartition du FPIC, Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. On peut citer les dotations de solidarité communautaire, qui permettent de réduire les disparités de richesse entre les communes. On peut citer les fonds de concours, qui permettent aux EPCI et aux communes membres de se verser mutuellement des subventions, entre guillemets. Bon, je crois, Alexandre, qu'on n'aura pas le temps de tout développer dans ce point info. D'ailleurs, on évoquait tout à l'heure le guide du président et des élus intercommunaux. C'est l'occasion de pouvoir s'y référer et puis savoir que toutes ces informations, elles sont aussi accessibles sur le site internet de l'AMF. J'aimerais, cela dit, évoquer un point important, celui des pactes financiers fiscaux. Ces derniers représentent un enjeu majeur du mandat qui arrive pour les élus communaux et intercommunaux, car c'est un réel outil de concertation entre eux. Le but d'un tel pacte est de permettre au territoire de mener ses projets à bien, d'améliorer ou de développer des politiques au service des habitants, tout en prenant en compte les contraintes que vivent actuellement les collectivités. De quelles contraintes on parle ? On parle de la hausse de leurs dépenses, bien sûr, et surtout la diminution de leur marge de manœuvre sur leurs recettes. Oui, ce qu'on comprend bien, alors encore, c'est ce que vous nous dites depuis le début, c'est qu'il y a un vrai dialogue financier, fiscal à instaurer entre les communes et leur intercommunalité et qu'il y a un espace de dialogue à faire vivre. Mais justement, ça sert à quoi principalement ce pacte financier ? Il permet tout d'abord de faire un état des lieux des finances de la communauté et des communes et d'apprécier les marges de manœuvre qui pourraient exister, ou même identifier les sources de financement et d'économies possibles. On parle de mutualisation de services, du choix des modes de gestion, de la création d'un observatoire fiscal par exemple. C'est en se concertant que des solutions paraissent parfois évidentes. Ça ne peut pas marcher si chacun reste de son côté. Un pacte permet également de déterminer les projets prioritaires du territoire, c'est-à-dire de se concerter pour concentrer les efforts communs sur tel ou tel investissement, telle ou telle politique. Il permet de définir les principes d'une politique financière, comme par exemple en matière d'harmonisation des taux d'imposition, en matière d'harmonisation des tarifs. Et là, c'est vraiment aussi la dimension solidaire de cette politique financière de l'Interco. Bien sûr, un pacte permet de développer la solidarité du territoire entre la communauté et ses communes membres, par la mise en commun de ressources, comme les dotations de solidarité communautaire, les partages de fiscalité, les fonds de concours, etc. Donc là, c'est vraiment un outil puissant sur lequel il faut travailler ce pacte financier et fiscal qui est vraiment au service du projet politique. Tout à fait. Travailler un pacte financier et fiscal, c'est se servir de l'ensemble des outils existants pour mener jusqu'au bout et rendre possible les projets de développement. C'est en travaillant ensemble au sein de l'intercommunalité
que les territoires peuvent tirer leur épingle du jeu. Voilà, des finances au service du projet du territoire. Merci Alexandre. Merci à vous.